Au Cameroun, une campagne de dons a été lancée pour soutenir l'armée dans la lutte contre Boko Haram. Environ 4,5 millions d'euros ont été collectés en 2 semaines. Au Burkina, la grève générale lancée par les syndicats et les associations de la société civile mercredi a été faiblement suivie à Ouagadougou. Le but était de protester contre la vie chère dans le pays. 32 morts, c'est le bilan d'une double attaque à la voiture piégée en Syrie, un attentat imputé au groupe État islamique. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur SICAR. Bonjour à toutes et à tous. Nous débutons ce journal par le Cameroun où une campagne de dons a été lancée pour soutenir l'armée dans la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram ainsi que les déplacés de guerre dans le nord du pays. En 2 semaines, plus de 3 milliards de francs CFA, soit plus de 4,5 millions d'euros, ont été collectés. Je vous invite à suivre ici les déclarations de quelques personnalités qui ont soutenu cette campagne de mobilisation de fonds. Nous devons protéger le Cameroun. Si moi j'avais le maniement des armes, si j'avais une compétence militaire, je serais au front. Je n'ai fait que ce que je pouvais faire. Chacun fait la guerre à sa manière. C'était ma part de contribution. Ce que je travaille dans mon domaine de compétence, je peux le mettre à disposition du gouvernement pour aider l'armée à mieux nous protéger afin que nous puissions avoir le sommeil. Les Camerounais vraiment ont mis la main à la pâte afin que nos forces de défense vraiment puissent avoir le moral pour continuer à sécuriser nos frontières. Il faut un suivi, parce que s'il n'y a pas un suivi, l'argent n'arrivera pas aux soldats camerounais. Et notre souci, c'est que l'argent arrive parce que nous savions qu'ils sont en train de combattre pour la patrie. Je pense que les conditions sont ici en place pour permettre d'avoir une opération, j'insiste là-dessus, une opération propre. Nous voulons une opération propre. L'armée a certes besoin de ces concours, mais ces concours doivent rester crédibles. Attaques de villageois, vol de bétail ou de récolte, de nombreux islamistes de Boko Haram, chassés de leur fief nigérien par l'intervention de la coalition régionale, se réfugient sur les îles du lac Tchad où ils sèment la terreur. Les îles du lac Tchad constituent désormais un repère pour les islamistes en déroute. Reportage. Les islamistes mènent depuis des mois des attaques sanglantes sur les îles peuplées des 4 pays riverains, à savoir le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Mais le lac est aussi devenu un lieu de repli à l'heure où les insurgés perdent du terrain face aux forces régionales, notamment tchado-nigériennes qui opèrent dans le nord-est du Nigeria depuis février. Aux abords du lac Tchad, autour des îles, il y a des zones boisées où des éléments de Boko Haram vont se cacher, souligné la semaine dernière le chef d'état-major de l'armée nigérienne, Seini Garba, ajoutant qu'il faudrait aller les chercher aussi là-bas. La perte de Bagakawa et de Malam Fatori, 2 villes nigérianes proches du lac, constitue notamment un lourd revers pour les islamistes. Selon une source sécurité tchadienne, les Boko Haram sont sous pression et une partie d'entre eux se réfugiaient au milieu du lac sous des îles aux forêts marécageuses difficiles d'accès pour l'armée et pauvres en nourriture. Vols de bétail et de nourriture sont devenus monnaie courante sur les îles tchadiennes proches du Nigeria et les rives du lac qui, dans certaines zones, se parcourent à pied. Pour nettoyer la zone, les militaires doivent agir vite avant le retour de la saison des pluies d'ici juin qui compliquera encore plus les déplacements, préviennent les autochtones. L'inquiétude est d'autant plus grande que depuis un certain temps, des habitants de la zone adoptent des stratégies des islamistes. En un mois, une trentaine de suspects ont été arrêtés dans la région de Ngouboua, selon des sources policières. La majorité d'entre eux sont des chauffeurs clandestins soupçonnés d'être des informateurs, a expliqué la La grève générale lancée mercredi par les syndicats burkinabés et des associations de la société civile pour protester contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou. La plupart des entreprises et services publics sont restés ouverts malgré la forte mobilisation constatée. Il y avait du monde ce mercredi au Burkina Faso dans les rues de Ouagadougou, malgré le bon fonctionnement des banques, assurances, services des impôts et collèges. La grève générale lancée mercredi par les syndicats burkinabés et des associations de la société civile pour protester contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou.
Quelques 5000 personnes se sont rassemblées dans la capitale pour un meeting contre la vie chère. Les syndicats et organisations de la société civile ayant convoqué la grève exigent notamment la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, ainsi qu'une augmentation des salaires. Ils veulent aussi des actions concrètes en vue de la lutte contre la corruption. 8 mois après la mise en place des institutions de la transition, ponctuées de déclarations prometteuses sur la corruption et l'impunité, où en est-on en termes d'actes et d'actions concrètes contre l'impunité et la corruption? En toute objectivité, il convient de noter et de reconnaître que rien de vraiment substantiel n'a été fait jusqu'à ce jour. La CCVC insiste pour qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre Blaise Compaoré et François Compaoré et que les biens détournés et les fonds détournés par les dignitaires du régime Compaoré soient saisis. La grève se tient au lendemain de l'arrestation de 7 ministres et barons de l'ancien régime soupçonnés de malversation. Le gouvernement s'opposera désormais avec fermeté et responsabilité à toute tentative de déstabilisation d'auquel Vienne avait averti Isaac Zida, le Premier ministre, parlant des grévistes. Aucune arrestation n'a été notée lors de la manifestation de ce mercredi. Le président zimbabwéen a entamé mercredi une visite de 2 jours en Afrique du Sud. Il s'agit de la première visite d'État de Robert Mugabe à Johannesburg depuis 20 ans. Une visite qui vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays et dans la région. À juste titre, Robert Mugabe cherche à encourager les investissements étrangers, à booster l'économie de son pays. Je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. L'Afrique du Sud a une économie beaucoup plus grande que le Zimbabwe, même en termes de population. Nous ne sommes que 14 millions. Oui, nous avons toutes ces ressources naturelles, mais elles sont encore inexploitées. Donc, la balance commerciale ne pourra jamais être en faveur du Zimbabwe. Nous n'avons pas renvoyé les Blancs. Nous avons pris les terres selon l'accord passé avec les Britanniques, le gouvernement de Margaret Thatcher. Les terres devaient être prises aux fermiers et données aux Zimbabwéens. Le président Omar El-Béchir a déclaré dans la capitale du Nord Darfour mercredi aux habitants de la région qu'il n'avait pas besoin des Nations Unies ou de l'Union africaine pour résoudre leurs problèmes. Le président sortant en disgrâce avec la communauté internationale affiche davantage sa distance à moins d'une semaine de l'élection présidentielle dans son pays. Une présidentielle qui l'oppose à 14 autres candidats. Les images. Candidat à sa propre succession à la présidentielle du 13 avril, Omar El-Béchir, 71 ans, a lancé sa campagne et celle-ci se déroule sur des chapeaux de roue. Ce mercredi, en pleine campagne dans la capitale de la région du Darfour, Omar El-Béchir va provoquer encore une fois la communauté internationale. Face à une foule euphorique, le président va prendre l'engagement de développer le Darfour, mais dans un contexte d'isolement international. Nous sommes ceux qui apprennent au monde. Vous êtes ceux qui apprennent la paix et la réconciliation et personne ne vous dira comment faire, si Dieu le veut. Omar El-Béchir a pris le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État soutenu par les islamistes et depuis s'y accroche. Il est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, région de l'ouest du pays en proie aux violences depuis plus d'une décennie. Il était récemment en visite aux Émirats arabes unis où il devait assurer à ses interlocuteurs que le Soudan n'est plus isolé des autres pays arabes. Selon la Commission électorale nationale, 13 600 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour une population estimée à 35 millions d'habitants. On ignore combien se rendront effectivement aux urnes alors que les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter les élections comme ils l'avaient déjà fait en 2010.
Quelques informations en bref à présent. La chaîne francophone TV5 Monde a été piratée mercredi soir par des individus se réclamant du groupe djihadiste État islamique. C'est une annonce faite par son directeur général Yves Bigot ce jeudi. La chaîne a annoncé pouvoir diffuser des programmes enregistrés, mais être dans l'impossibilité de produire et de diffuser ses journaux. L'attaque est survenue hier mercredi dans la soirée et au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux, le cybercalifate continue à mener son cyber-jihad contre les ennemis de l'État islamique, peut-on lire sur la page face de la chaîne. Une double attaque à la voiture piégée a fait 32 morts. Cet attentat imputé au groupe État islamique s'est effectué dans des zones sous contrôle rebelle au nord d'Alep. L'information a été rapportée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats ont par la suite opposé des groupes rebelles à l'EI avant une accalmie. Bien qu'ils partagent la même idéologie djihadiste, l'EI et le front Al-Nusra sont rivaux sur la plupart des fronts en Syrie, même si les deux groupes collaborent dans certains endroits. Madame, Monsieur, voilà qui nous conduit à la revue de presse de ce jour. La revue de presse africaine avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Bella, et ce matin? Ça va très bien ce matin, et chez vous? Ça va aussi. Alors, la revue du jour, nous la démarrons avec le Burkina, où la révision du code électoral continue de faire débat. Tout à fait. Bien des journaux sont revenus amplement là-dessus. Le pays est suffisamment évocatrice à travers son titre. Le pays qui affiche donc à la une révision du code électoral et interpellation d'anti-dignitaires, la réaction d'hommes politiques et de syndicalistes. Toujours avec le pays, la transition conforte sa légitimité. Tout ceci à lire dans les colonnes du site d'information Le Pays. Awaga note une vague d'arrestations des cadres du régime Compaoré. L'Express du Faso, photo à l'appui, décline l'identité des concernés. 3 nouvelles figures pour Compaoré, Assita Ouattara, Karim Barro et Ibrahim Rabo mis sous les verrous. Ifasozine s'est plutôt intéressé à la manifestation qui a défrayé aussi la chronique, la CCVB, met en garde le Premier ministre Zida. Même sujet avec le quotidien. Les membres de la CCVC persistent et signent des tirs groupés sur Zida et Kafando. Aujourd'hui, au Faso, la CCVB appelle à solder les comptes de l'impunité au Faso. Le Faso rapporte que face aux revendications sociales, le gouvernement a finalement rencontré le syndicat. Joël Yetondi, en parcourant toujours les unes des sites d'information et journaux parus aujourd'hui, on se rend compte qu'au Sénégal, la polémique enfle de plus en plus au sujet de la réduction du mandat de Macky Sall. Tout à fait, c'est Dakaractu qui rapporte la nouvelle de sa parution du jour. Dakaractu, réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, Macky Sall de plus en plus poussé au reniement. Maliweb s'est penché aussi sur le sujet réduction du mandat présidentiel. Macky Sall se dédiera-t-il? Mediapart, promesse de réduction du mandat présidentiel de Macky Sall, enjeu politicien des cadres de son parti de plus en plus divisés sur la question. Parlons sport à présent. L'Algérie, pressentie pour l'organisation de la CAN 2017, s'est vue ravir la vedette. Oui, ça a été comme un coup de massue dans le dos. Et Faso Atu nous révèle que c'est le Gabon qui est finalement l'heureux élu. Ce n'est plus confirme qu'en 2017 aura bel et bien lieu au Gabon. Zibarou, le site d'information sénégalais, montre photo à l'appui Ali Bongo, très heureux, qui remercie la CAF pour son choix. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue de ce jour. On se donne rendez-vous demain. Tout à fait, une revue suffisamment digeste pour cette journée. Demain, c'est un nouveau jour, donc de nouvelles informations en vue. Merci à vous et madame, monsieur, merci également à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.